Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence donc revalorisée pour végétaliser, substrat et solutions d'irrigation au service de la ville durable. Donc, je suis Alissa Adrovic, responsable du développement Skywater chez Soprema, et je suis accompagnée de mon collègue Mathieu Arlot, chef de projet biodiversité chez Sopranature. Mhm. Ah, oula. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais présenter rapidement Soprema pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Soprema, c'est une société familiale fondée en 1908. C'est une société française basée à Strasbourg, qui est connue pour son étanchéité mammouth, si vous en avez déjà entendu parler. Donc, quelques chiffres clés, on est présent partout dans le monde. Donc, comme je l'ai dit, c'est une société française basée à Strasbourg. On est un industriel qui fabrique de l'étanchéité, de l'isolation. On a des agences et des filiales de pose, donc on rayonne partout dans le monde. Et nos cœurs de métier, bien sûr, c'est l'étanchéité et l'isolation, mais aussi tout ce qui est fonctionnalisation de la toiture, notamment avec la toiture végétalisée Sopranature, le cool roof, le photovoltaïque, la gestion de l'eau. Et bien sûr, on va vous présenter ça tout au long de cette conférence. Je vais laisser mon collègue qui vous présenter Sopranature et vous présenter le substrat. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je vais pouvoir aller très rapidement de Sopranature. Donc Sopranature, c'est le département végétalisation de toiture de Soprema qui a été créé en 1989, donc il y a aujourd'hui 36 ans. Dans ces 36 ans, on a fait plus de 17 000 chantiers avec plus de 7 millions de mètres carrés végétalisés posés. Et notre activité, c'est tant de la conception de systèmes de toiture végétalisée que de la production des composants de la toiture végétalisée, les plantes, les substrats, les plaques de drainage, aussi la distribution de ces produits et enfin, plus marginalement, une activité de pose et d'entretien. Je vais continuer sur dresser un petit peu le tableau du cadre réglementaire des toitures végétalisées. Alors il en existe trois formes. Les deux premières que sont la toiture extensive et semi-intensive qui sont régies par les règles professionnelles de l'ADIVET. L'ADIVET, c'est l'interprofession des entreprises de toiture végétalisée à laquelle nous sommes adhérents et membres fondateurs. Donc les deux premières, extensives et semi-intensives, sont régies par ces règles professionnelles. Et ensuite, il y a la terrasse jardin ou végétalisation intensive qui est régie par le DTU 43.1 du CSTB. Ces deux formes de végétalisation, à gauche extensive et semi-intensive et intensive à droite, sont très différentes et les principales façons de les caractériser sont que les deux premières, donc extensives et semi-intensives, elles sont inaccessibles. Donc c'est des toitures qui sont simplement accessible à un public professionnel pour l'entretien des toitures végétalisées. Pareil pour la semi-intensive, alors que les toitures intensives sont par essence accessibles au public. Sur les éléments porteurs, les deux premières formes sont possibles sur support béton, support bois et support acier, alors que les toitures intensives, terrasse jardin, le sont seulement sur support béton. Ensuite, il y a une autre forme de segmentation entre ces toitures, c'est que les extensives et semi-intensives sont des toitures légères, de 4 à 12 cm pour les extensives et de 12 à 30 pour les semi-intensives, alors que les toitures intensives le sont qu'à partir de 30 cm. Et tout ça, ça a une incidence assez importante sur le support porteur, puisque les premières sont vraiment légères avec une incidence sur le poids du support de 80 à 350 kg, alors que pour les toitures intensives, la charge sur le support béton est de minimum 600 m². Je vais rapidement vous montrer quelques exemples de références chantier. Avec là, vous pouvez voir à droite un chantier en toundra
qu'on a réalisé en rouleau précultivé. La particularité de ce chantier-là, c'est qu'il était en forte pente. Donc là, il faut imaginer que sous les rouleaux précultivés de toundra, donc c'est que des sédums, là, sous cette végétalisation, il y a des systèmes de retenue métallique avec des lisses en métal pour retenir. Ça, c'est notre système le plus léger, donc 100% sédum. Ensuite, en haut à gauche, vous avez la toundra flore, qui est une évolution de la toundra avec des compléments de plantes bulbeuses et vivaces couvre-sol. Donc pour amener plus de biodiversité sur la toiture. Ensuite, en bas à gauche, c'est la garrigue. Là, on n'est plus sur quelque chose de paysager, puisque c'est un système qui est 100% planté. Et donc, qui permet de créer des buttes par endroits sur la toiture pour amener des végétaux qui ont un développement plus important, des vivaces tels que des lavandes ou autres types de vivaces. Ensuite, en haut à droite, vous avez un exemple avec une pampa flore. Donc la pampa flore, toiture très résiliente et qui est en fait une prairie semi-naturelle fleurie avec que des plantes indigènes et indigènes localement. Et enfin, en bas à droite, un exemple d'une lande, pour le coup ici à Paris, où là on est vraiment dans du paysager avec plein de plantations, plusieurs strates végétales pour aller jusqu'à du semi-arbustif, arbustif, de grand développement jusqu'à 3 à 4 mètres. Un élément essentiel dans la conception d'une toiture végétalisée, c'est son substrat. Je voulais faire un petit point pour vous expliquer un petit peu ce qui différencie finalement un substrat de toiture végétalisée d'un support de culture horticole comme vous les connaissez habituellement. Alors pour ça, je vais commencer par citer la définition donc des règles professionnelles de la DIVET qui dit que le substrat TTV est un support de culture léger, ça c'est important, à dominante minérale et permettant l'ancrage de la couche végétale et son alimentation hydrique et minérale. Il se substitue à la terre végétale des terrasses jardins et il peut contenir de la matière organique. Donc ici, dans cette définition, il y a 3 points qui sont essentiels. C'est un support léger, enfin substrat léger. Pourquoi puisqu'on est sur une dalle d'un bâtiment ou des toitures qui peuvent parfois avoir des supports très allégés, comme les toitures métalliques. Donc ce substrat il doit être léger. Ensuite, à dominante minérale. À dominante minérale, pourquoi? Parce que l'ouvrage de ce bâtiment est là pour durer 30, 40, 50 ans. Et donc on veut que la matière mise en place, l'aménagement d'espaces verts mis en place, dure dans le temps. Donc pour ça, il faut qu'il soit dominante minérale pour éviter la dégradation de la matière organique. Et enfin, il se substitue à la terre végétale, puisque la terre végétale n'est pas autorisée dans les règles professionnelles de la DIVET. Pour continuer, donc j'ai déjà parlé de le côté stabilité dans le temps, mais ensuite, si on peut compléter un petit peu, ce qui le différencie aussi d'un support de culture horticole, c'est qu'il doit avoir une bonne capacité de rétention en eau. La capacité de rétention en eau doit être élevée pour assurer l'alimentation hydrique des plantes en toute saison. Ensuite, il doit avoir une porosité élevée, mais comme plein d'autres supports de culture horticole, pour un bon développement racinaire, un drainage qui est efficace. Une très bonne capacité de remouillabilité, justement puisque la toiture subit des phases importantes de complètement détrempée en hiver à très sèche en été. Donc la capacité de remouillabilité doit être là et présente. Enfin, pauvre en éléments nutritifs. Pauvre pourquoi? Pour éviter la concurrence avec les plantes adventices. Et enfin, très drainant. Donc voilà un petit peu le panorama d'un substrat de toiture végétalisée. Je vais y rajouter simplement 3 éléments complémentaires qui sont issus des règles professionnelles de la DIVET au niveau des caractéristiques physiques de ces substrats, qui sont vous pouvez le voir souligné, la masse volumique ACME. Ça, la masse volumique ACME, c'est finalement le poids maximum de ce substrat gorgé en eau. C'est ça l'incidence en termes de dimensionnement sur un bâtiment. Ensuite, la masse volumique à sec, puisque si un substrat est trop léger, par exemple en été, il peut s'envoler si la végétation a été dégradée. Donc ça aussi très important.
Et enfin, la rétention maximale en eau, qui est un petit peu le pendant des deux, en fait, grosso modo. Ces substrats-là sont mis en marché sur une norme que vous connaissez, qui est la NFU 44551. Mais il y a un complément, c'est que nous, dans toutes les études techniques, les mémoires techniques qu'on fait, on rajoute mention de ces 3 éléments que je viens de citer, qui en fait sont dimensionnants pour le bâtiment. Donc on a obligation d'indiquer ces caractéristiques techniques-là. Vous avez les règles professionnelles à droite que vous pouvez trouver sur le site de la DIVET. Je fais un petit focus sur notre gamme de substrats Sopranature. Alors vous avez sur la gauche les substrats donc, et un drain aussi, mais qui peut être sur les deux, mais un substrat, la partie extensif, semi-intensif, donc visée règle professionnelle de la DIVET, et la partie intensive à droite, qui elle est visée sur le DTU 43.1 et donc les terrasses jardins. Je ne vais pas détailler ça pendant trop longtemps, mais vous avez par exemple ici un drain Sopralite Z qui est en fait simplement de la roche volcanique et qui sert principalement à drainer ça. Et ensuite divers substrats extensifs, par exemple un Sopraflor X qui a une application que chez nous on appelle bicouche et donc qui vient soit avec un drainage en drain granulaire, soit avec des drains que vous connaissez qui peuvent être en polystyrène expansé ou des drains en plaques à rétention d'eau. On a un substrat qui est dit monocouche, qu'on utilise plutôt sur des toitures en pente et qui lui a plus une application avec des rouleaux précultivés. Aussi un substrat spécifique pour les toitures semi-intensives, puisque les végétaux ont des développements plus importants, ont plus de besoins. Ces substrats ils contiennent plus de matière organique, donc c'est un substrat qui est spécifique. Et enfin, toute une gamme de substrats de terrasses jardin avec des caractéristiques et applications diverses qui vont du substrat allégé intensif Sopraflor JA 1200 avec une application aussi à 1300, à 1500, il y en a d'autres. Et enfin, un Sopraflor P qui lui est destiné exclusivement à l'agriculture urbaine. Vous pouvez voir un petit peu le gradient là, de type de végétation qu'on peut avoir en fonction du type de substrat qui est conditionné en fait, par une épaisseur et une richesse ou non en matière organique. Donc sur l'extensif, on est sur des mousses, des sédums et des petites vivaces, des petites couvre-sols. Et plus on va vers un gradient d'épaisseur et de substrat riche qui peut contenir de la terre végétale et plus de matière organique, vers des végétaux à plus grand développement. Alors donc je vous parle de substrat, mais pourquoi je parle de substrat aujourd'hui? C'est pour en venir à la stratégie de Soprema et la trajectoire carbone qu'on a. En gros, la trajectoire carbone, c'est nos objectifs de réduction des émissions de CO2 qu'on trouve dans un document qu'on appelle la DPEF, qui s'appelle les déclarations performance extra-financières. Et en fait, dans ce document, la dernière édition, elle a été éditée en 2024. Vous pouvez la trouver sur notre site internet. Et cette DPEF, elle donne notre stratégie carbone, la stratégie carbone de l'ensemble du groupe Soprema. Ce qui est intéressant à voir sur le côté gauche ici, c'est que à échéance 2030, notre objectif est de réduire nos émissions de carbone à 3,1 millions de tonnes de CO2 par rapport à 2021 où elles étaient de 4,2 millions de tonnes. Donc c'est déjà un objectif qui est très ambitieux. Et ça, comment on fait tous et toutes au sein du groupe Soprema? C'est à droite. On a travaillé longtemps sur ce qu'on appelle la matrice de matérialité qui donne les principaux enjeux du groupe justement pour atteindre ces objectifs. Et moi, je voulais faire un focus sur cette partie ici, en fait, qui sont les enjeux clés et stratégiques, donc sur lesquels Soprema veut s'engager le plus fort et le plus significativement. Je les ai réécrits en dessous. Donc c'est 1, favoriser le réemploi des matériaux. 2, augmenter la part des matières premières biosourcées et ou issues du recyclage. Et enfin, mieux trier et réduire les déchets. Alors vous allez me dire, oui, ok, tout ça c'est bien, mais concrètement, enfin, comment on fait quoi?
Euh, donc là, c'est un petit peu un panorama sur la partie substrat en fait, dont je vous ai parlé avant. Comment on agit au niveau de nos substrats qui, comme vous pouvez l'imaginer, est l'élément pondéreux, le plus pondéreux sur une toiture végétalisée en fait. Et ben, on a deux façons. On a dans un premier temps ce qu'on appelle la boucle interne, et donc c'est les rebuts de production de nos usines internes au groupe Soprema. Et donc on a dans un premier temps la fibre de bois et les écorces de bois qui sont issues du process de création des panneaux isolants en fibre de bois Pavatex à notre usine dans les Vosges à Golbet. Et donc qui créent des déchets de production, et ces déchets, les deux déchets, fibre de bois et écorce, dans un premier temps on les composte, ce qui donne un compost qui est très stable avec un ratio C sur N très élevé, justement pour le côté création d'humus à long terme et substrat stable dans le temps. Donc ça c'est le premier volet qu'on utilise. Et aussi la fibre de bois peut être utilisée comme une alternative à la tourbe. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les substrats extensifs et semi-intensifs chez nous, ils ne contiennent pas de tourbe. Par contre, dans les substrats intensifs, terrasse-jardin, certaines références peuvent avoir une petite part de tourbe. Mais la tourbe, comme vous le savez, est très intéressante pour ses propriétés physico-chimiques. La fibre de bois est une alternative intéressante. On est en train de travailler aussi pour l'utiliser dans la matrice d'hydroseeding, parce qu'on fait beaucoup d'hydroseeding sur les toitures qui sont soit plates ou en faible pente sur des surfaces assez importantes. Voilà. Il y a aussi la boucle externe, donc avec des partenaires qu'on a développés, avec dans un premier temps le granulat de béton cellulaire qui est issu de la filière du béton cellulaire et qui est utilisé en drain minéral allégé dans les substrats, qui est d'ailleurs très léger. Et aussi des copeaux de bois stabilisés qui a la même utilisation, mais plutôt dans des supports de culture intensifs pour le coup. Donc, voilà. Et donc pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que ces matériaux ils permettent à terme de réduire l'empreinte carbone de Soprema. À travers quoi ? Notamment à travers les FDES. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais aujourd'hui dans le monde du bâtiment, c'est déterminant les FDES. Qu'est-ce que c'est une FDES ? C'est une fiche de déclaration environnementale et sanitaire qui en fait contient les résultats de l'analyse de cycle de vie d'un produit. Donc en l'occurrence, par exemple, un substrat de toiture végétalisée. Et tout ça dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire d'un bâtiment. Pourquoi c'est important ces FD2S et d'avoir cette note ? C'est important parce qu'elles sont utilisées tous les jours par les concepteurs des bâtiments dans les labels, en fait, justement pour donner l'empreinte carbone future de ce bâtiment. Donc c'est un outil de critère de choix indispensable dans la conception de ce bâtiment. Il existe un autre document, en l'occurrence nous avons des FDES, mais il existe un autre document pour les fabricants qui n'auraient pas de FDES qui s'appelle la DED, ou la donnée environnementale par défaut, et qui elle est établie par le ministre de la Transition écologique. J'ai pris un exemple sur un substrat extensif avec le substrat Sopraflor X qu'on avait vu tout à l'heure. Et aujourd'hui, le total de coût carbone de ce substrat en unité fonctionnelle que nous avons défini comme le mètre cube, mais d'autres peuvent avoir d'autres façons de le calculer. Nous, on l'a défini avec le mètre cube. Aujourd'hui, c'est 79,3 kg. On va passer par rapport à la donnée du ministère qui est très protectionniste aussi, puisque la plupart des substrats peuvent intégrer de la tourbe qui a un bilan environnemental qui est désastreux. Nous n'en utilisons pas, c'est pour ça qu'on voit cet ordre de grandeur. Mais aujourd'hui, avec cette réutilisation de ces matériaux, l'objectif c'est de réduire nos émissions pour justement demain atteindre peut-être la neutralité. Donc je vais passer la main à Alicia qui, elle, va vous parler d'autres éléments. Merci Mathieu. Donc effectivement, moi je vais vous parler de Skywater. Donc Skywater, c'est la gamme de solutions de gestion de l'eau chez Soprema.
Alors pourquoi Soprema s'est intéressé à Skywater? Parce que bien sûr on est tous conscients de ce dérèglement climatique, de l'artificialisation des sols, et donc on a vraiment besoin d'avoir des solutions pour répondre à ces différentes problématiques, notamment les îlots de chaleur, le ruissellement, les inondations en ville. Bien sûr, on a la réglementation qui nous pousse à mettre en place ce type de solution, et aussi la réutilisation des eaux non conventionnelles que j'expliquerai vers la fin. Donc, comme je l'ai dit, Skywater, c'est gestion et réutilisation des eaux non conventionnelles à la parcelle. On a 4 objectifs: réduire, réguler, rafraîchir et réutiliser. Et aujourd'hui, je vais vraiment faire un focus sur le rafraîchissement et la réutilisation, bien sûr, pour faire un lien avec les toitures végétalisées. Donc, petit rappel de la toiture végétalisée. Bon, je pense que vous le connaissez mieux que moi, mais bien sûr, cette toiture végétalisée se comporte comme une éponge sur le toit. Elle va capter l'eau de pluie qui va tomber et elle va évapotranspirer. Et donc, on a des choses qui se passent, notamment l'abattement pluvial. C'est vraiment ce substrat qui va capter l'eau en toiture. Et on a cette évapotranspiration qui va créer du rafraîchissement au niveau des toitures végétalisées. Juste pour info, on a fait des études auprès d'un laboratoire TIPI pour vraiment caractériser ce rafraîchissement d'une toiture végétalisée. Et donc, on l'a comparé, par exemple, à une toiture étanchée, avec une étanchéité bitume autoprotégée. Bien sûr, la toiture végétalisée, c'est 145% de chaleur émise en moins dans l'environnement, et donc on peut vraiment prouver que la toiture végétalisée crée du rafraîchissement. Mais bien sûr, si on veut rafraîchir l'air via une toiture végétalisée, elle a besoin d'eau. Et c'est quand il pleut pas qu'on a besoin de rafraîchissement. Et donc, on a besoin d'avoir des solutions d'irrigation. Et donc, au sein de Soprema et Sopranature, on a développé des solutions d'irrigation pour permettre ce rafraîchissement, mais bien sûr de manière raisonnée pour éviter de gaspiller cette ressource en eau qui est assez précieuse. Alors à gauche, on a l'irrigation active et intelligente, notamment avec Aquatest, qui est une natte qu'on va mettre, qui est enterrée dans la toiture végétalisée pour vraiment apporter la bonne quantité d'eau au niveau des racines. Alors je ne vais pas développer cette solution maintenant, je vais vraiment parler de cette irrigation passive. Donc à droite, Aquarise. Et effectivement, c'est un module de rétention qu'on va mettre en dessous du substrat, et on a une natte qui permet par capillarité de remonter l'eau stockée vers les racines. Donc on a vraiment ce mouvement de l'eau, si je puis dire, qui va remonter par capillarité via ce filtre et la rendre disponible aux plantes. Donc bien sûr, pour ce genre de solution, on est en toiture béton. On doit stocker du coup une quantité d'eau spécifique. Bien sûr, il faut que la toiture soit dimensionnée pour pouvoir mettre en place, en tout cas tenir ce volume d'eau en toiture. Bien sûr, comme j'ai dit juste avant, c'est quand on veut rafraîchir, quand on veut arroser, il pleut pas. Donc là, le principe, c'est que la pluie tombe, elle va... Donc je le remets en arrière. La pluie tombe, elle va remplir les différentes alvéoles, et donc l'eau va remonter par capillarité. Mais il se peut que dans certaines régions, pendant 2, 3, 4 semaines, voire plus, il ne pleut pas. Et donc on peut bien sûr avoir un arrosage de sauvegarde, parce que sur toutes les toitures, on a un point d'eau. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir alimenter ce réservoir d'eau dans le cas où on n'a pas de pluie durant une durée assez longue. Et donc on aura un robinet qui va remplir ces différents modules. Donc ça, voilà une coupe de cette solution Aquarise sous végétalisation. Donc on a bien sûr une étanchéité, un drain, notre Aquarise, et par-dessus le substrat et les différentes plantes. Vous voyez au numéro 4 un slowly. Pourquoi un slowly? Parce que au niveau des évacuations d'eau pluviale, on veut stocker finalement cette eau pour la rendre disponible aux plantes. Si jamais on ne met rien au niveau des évacuations d'eau pluviale, toute l'eau ira directement vers les égouts. L'objectif ici, c'est de mettre en place un limiteur de débit au niveau des EP pour pouvoir garder en fait cette eau
et la rendre disponible aux plantes. Donc il est obligatoire de mettre un slowly au niveau des EP pour vraiment créer un réservoir d'eau en toiture. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent le système rétentio. Donc en fait, vous voyez, ce sont des solutions similaires, sauf on a une différence au niveau du voile. Donc pourquoi je montre cette slide-là? Parce que si vraiment on veut faire de l'irrigation passive avec une toiture végétalisée, et donc finalement faire aussi de l'abattement pluvial, parce que toute cette eau qui va tomber sur la toiture, elle sera captée et réutilisée par la plante et pas évacuée vers les égouts. Il faut mettre en place du coup ce système Aquarise avec le bon filtre qui va bien, qui a cette fonction de capillarité. Bien sûr, comme je l'ai dit juste avant, donc on met en place des toitures végétalisées. Pour l'objectif, c'est de rafraîchir. On doit apporter la bonne quantité d'eau pour justement ce rafraîchissement de manière raisonnée. Mais on veut aussi se passer de l'eau potable, parce qu'aujourd'hui, vous avez tous entendu parler des arrêtés sécheresse, de la quantité d'eau qui est de plus en plus faible. Et donc l'objectif, c'est réutiliser des eaux non conventionnelles. Aujourd'hui, il en existe deux qu'on peut réutiliser. C'est l'eau de pluie, donc l'eau qui va ruisseler d'une toiture, enfin d'une surface inaccessible, et les eaux grises. Les eaux grises, qu'est-ce que c'est? C'est les eaux issues des douches et des lavabos, donc qui sont faiblement chargées comparées par exemple à des eaux noires. Pour votre information, aujourd'hui on consomme à peu près 150 litres par jour et par personne, et si on décompose un peu cette consommation, on en consomme 60 litres par jour pour la douche, et c'est vraiment ces 60 litres d'eau qu'on souhaite réutiliser, traiter pour réintégrer dans le bâtiment, notamment pour l'arrosage des toitures végétalisées, mais aussi pour les espaces verts et même pour nos toilettes, parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'eau potable dans les chasses d'eau. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais juste pour votre information, la réglementation change et aujourd'hui, on a un décret qui est sorti en juillet 2024 qui nous autorise le traitement et la réutilisation des eaux grises, et bien sûr, les eaux de pluie, ça date depuis 2008, mais voilà, la réglementation évolue dans le bon sens, si je puis dire. Donc pour l'eau de pluie, rapidement, on a aujourd'hui des solutions vraiment clés en main pour pouvoir intégrer ces solutions dans les différents projets. Donc, comme je l'ai dit, l'eau de pluie, elle est collectée depuis le toit, donc une surface inaccessible. On a un filtre en amont, bien sûr, pour enlever tous les débris qu'on peut récupérer de cette toiture. On va stocker l'eau de pluie dans des cuves enterrées, principalement. On a ensuite un gestionnaire qui va pomper cette eau des cuves et la redistribuer vers les différents usages, notamment aux toilettes et arrosage. On a bien sûr un objectif, c'est au moins 75% d'économie d'eau pour les usages où l'eau potable n'est pas utile. On va intégrer cette solution au plan VRD, génie climatique, etc. Et bien sûr, on met aussi la mise en service de cette solution pour avoir vraiment une solution clé en main. Et bien sûr, l'objectif, c'est de dimensionner la bonne récupération d'eau par rapport aux besoins. Selon la surface de collecte qu'on a et selon les besoins, nombre de toilettes, surface de toiture végétalisée, même j'allais dire selon le type de toiture végétalisée, on n'aura pas forcément la même cuve de récupération et on va vraiment dimensionner la bonne solution pour avoir le taux de couverture le plus efficient possible. Parce que bien entendu, si même on a une cuve de 300 mètres cubes, si finalement je peux techniquement en récupérer que 20, vaut mieux mettre une cuve de 20 mètres cubes que de 300 mètres cubes. Donc bien sûr, l'objectif pour nous, c'est vraiment de travailler de manière intelligente entre le volume d'eau stockée et le besoin. Et enfin, notre dernière solution de traitement et valorisation des eaux non conventionnelles, c'est du coup les eaux grises. Alors juste pour rappel, je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, si on met en place une solution de traitement et récupération des eaux grises, l'exploitant, le propriétaire s'engage bien sûr à faire une déclaration auprès du préfet
c'est la réglementation qui nous l'impose depuis juillet 2024, de valider le traitement, de faire de l'autosurveillance et bien sûr de l'entretien et de la maintenance. Pourquoi ? Parce que c'est une eau qui peut être polluée, enfin c'est les maltraités, et donc vraiment les agences régionales de la santé ont mis en place plein de protocoles pour s'assurer que la qualité d'eau qu'on intègre dans le bâtiment ou pour l'arrosage soit correcte. Donc on a notre solution SkyWater Clear qui est unique en France, qui a été développée en partenariat avec Aquatiris, qui est un expert en phytoépuration, mais plutôt au sol. Donc Soprema et Aquatiris on va en collaborer ensemble selon nos compétences. Nous, c'est la toiture et c'est le sol. Et donc on a mis en place cette solution. Bien sûr, on a commencé par un prototype en 2021 sur notre ancien siège de Soprema. Et on a eu la chance de pouvoir mettre une solution de phytoépuration en taille réelle sur le toit de notre nouveau siège. Et donc, bien sûr, chez Soprema, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir expérimenter et de passer de la phase proto à la phase finale, en fait. Donc le fonctionnement rapide en 5 étapes. Bien sûr, on va collecter les eaux grises, on va les pré-traiter dans un filtre, notamment enlever tout ce qui est liquide, solide, les graisses. On va envoyer l'eau en toiture. Donc là, on a ce traitement par phytoépuration qui va avoir lieu. Notamment, on a un temps de séjour à peu près de 8 heures. Ensuite, on va renvoyer cette eau vers le local technique, là où on aura également d'autres filtrations pour atteindre la qualité d'eau qui est demandée par la réglementation. Et ensuite, bien sûr, on redistribue vers les chasses d'eau et l'arrosage des espaces verts, des toitures végétalisées, par exemple. Donc ça, c'est un petit zoom sur notre démonstrateur à Strasbourg. Donc on a 128 mètres carrés de filtres plantés, on a 25 espèces de plantes différentes, 20 cm de substrat. On a un bassin qui est étanche, indépendant de la toiture terrasse. Je trouve que c'est assez intéressant de se dire que ça ne touche pas à l'étanchéité de la toiture terrasse en dessous. Et si demain on veut enlever cette phytoépuration pour X raisons, on ne crée pas de soucis dans l'étanchéité en dessous. On traite entre 2 et 3 mètres cubes d'eau par jour et on réutilise ces eaux-là dans les toilettes du bâtiment et pour l'arrosage des espaces verts parce qu'effectivement on a pas mal d'espaces verts sur le sur le siège de Soprema. Juste un petit zoom aussi sur l'entretien et maintenance, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est un engagement que le propriétaire doit faire. On a 2 types d'entretien et maintenance, tout ce qui est filtration, pompage et distribution. Donc on a un local technique, comme je l'ai dit juste avant, qui récupère ces eaux-là en amont et qui ensuite va les redistribuer. Donc en moyenne, on a un passage de 4 fois par an d'un plombier pour vraiment s'assurer que la solution fonctionne bien. Et pareil pour la végétation, un paysagiste à peu près 4 fois par an parce que, vous savez mieux que moi, si on arrose tous les jours une toiture végétalisée, elle aime bien ça, donc elle va bien pousser. Donc il faut quand même entretenir cette toiture avant que ça devienne la jungle. Bien sûr, c'est une solution qui a plusieurs avantages, notamment l'économie d'eau potable, la valorisation des eaux du bâtiment, donc notamment pour l'irrigation. Créer un îlot de fraîcheur urbain, je l'ai montré juste avant, une toiture végétalisée crée du rafraîchissement, encore plus ce genre de solution parce qu'on a des plantes qui vraiment sont très développées. Bien sûr, c'est une solution fondée sur la nature et on a une valorisation paysagère, esthétique de la toiture. Comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est plutôt joli. Aujourd'hui, on a deux autres solutions mises en place en Île-de-France. Une, je vais la présenter juste après, c'est sur une caserne des pompiers à Saint-Denis. Donc, dans le cadre de la phase héritage des Jeux Olympiques, il y a une caserne qui a été construite. Et donc, on récupère les eaux des douches de tous ces pompiers-là, on les traite et on va arroser les espaces verts, intégrer dans les toilettes et même nettoyer les camions des pompiers. Et donc là, vous voyez que c'est une photo qui a été prise cet été durant la canicule.
vous voyez qu'on remarque très rapidement où est située la solution Skywater Clear parce que elle est très verte, parce que effectivement, elle est arrosée tous les jours par de l'eau grise. Et on a une autre solution dans le 13e, c'est une résidence étudiante où là aussi on va récupérer toutes les douches des étudiants et on va traiter cette eau-là pour arroser un mur végétalisé. Et donc voilà, c'est vraiment des solutions qu'on a pu mettre en place et qui sont hyper intéressantes parce que ça permet d'améliorer, de développer cette solution qu'on a commencé comme je l'ai montré juste avant sur 16 mètres carrés. Et donc là, on a vraiment des solutions qui avancent plutôt bien. Donc voilà un peu pour tout le scope des présentations de Sopranature et de Skywater. Donc vraiment, comme on a pu le montrer, l'objectif c'est vraiment de revaloriser les matières premières pour revaloriser l'eau et éviter aujourd'hui de faire du gâchis. Donc Soprema a un stand au hall 6, M71. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à en poser. On serait ravis de vous répondre. Merci. Oui, ça fonctionne. Ouais. Oui, j'avais une question concernant la première solution que vous avez expliquée, la nappe passive, irrigation passive. Comment vous arrivez à savoir en fait à quel moment il n'y a pas d'eau et qu'il faudrait en rajouter en cas de sécheresse? Est-ce que vous avez un système de sonde et d'automatisme d'arrosage qui permet de la remplir en continu? Et si oui, aussi, quelle est la hauteur d'eau maximale que peut accepter cette nappe sans noyer totalement les végétaux qui sont au-dessus? Alors, il y a deux types de solutions. Pour le côté sonde, je commence par répondre pour le côté sonde. Soit des sondes d'humidité dans le substrat qui permettent de déterminer un peu le palier de où on en est en termes de rétention dans le substrat et donc de déclencher une phase d'arrosage. Mais on a aussi des sondes de hauteur d'eau qui, elles, sont placées justement dans la partie réservoir et qui donnent, elles aussi, cette consigne-là. Voilà. Et en termes de... Ah, merde. La hauteur du module Aquarail, c'est 5 cm. Donc, ça veut dire que théoriquement, on aurait 50 litres mètre carré. Mais pour des raisons techniques et réglementaires sur les toitures terrasses végétalisées, en fait, le volume qu'on peut avoir, c'est que 30 litres mètre carré sur ces 50. Mais 30 litres, c'est tout à fait suffisant avec des plantes qu'on peut de besoin. Et on aura aussi des modules jusqu'à 80 et 100 mm si besoin pour aller plus loin. Oui, je m'interroge, en fait, c'est une question sur la station de phytoépuration. Entre l'été ou l'hiver où les besoins, l'évapotranspiration est différente. Et comment c'est calé, en fait, ça? Puisque les douches, ça semble à peu près constant, mais l'évapotranspiration, moins. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte. C'est que déjà, la chose essentielle, c'est que finalement, une phytoépuration, il y a le phénomène d'évapotranspiration qui va réduire une partie de l'eau. Mais principalement, le travail d'épuration en lui-même, il ne se fait pas par les plantes, mais il se fait par tout le tissu microbien et de bactéries qui se développent autour de racines des plantes et dans la microporosité du substrat. C'est comme ça que fonctionne une phytoépuration, en fait. Donc finalement, même en hiver où la végétation est moins développée, et d'ailleurs sur certaines toitures, on a carrément fait un faucardage, donc un fauchage important, ça n'empêche pas le traitement de cette eau. Ça réduit le facteur évapotranspiration, certes, mais l'eau est quand même traitée. Si vous n'avez pas de questions, merci. N'hésitez pas à venir nous voir si besoin.